Et alors, il y avait un loup-garou, je vous garantis, un loup-garou. Mais alors heureusement, je suis venu avec ma débroussailleuse. Aïe. Et le loup-garou, eh ben, on l'a coupé en deux. On était en forêt. C'était en pleine nuit et vous me croirez peut-être pas, mais il y a un loup-garou qui est venu. Vous me croirez peut-être pas, mais voilà, il y avait un loup-garou. Et alors, donc là, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que c'était en pleine nuit. Et avec les deux katanas, donc des sabres japonais, on l'a coupé en deux. Pourquoi es-tu revenu du site vacantisme? Parce qu'en fait, même dans le site vacantisme, t'as encore des mecs qui disent mais en fait, et à la fin t'es à 4 dans une pièce, ça n'a plus aucun sens. Et même historiquement, l'église catholique a connu des papes qui étaient merdiques et elle s'en est remise. Jean-Claude Bourret, question traditionnelle qu'on pose à chacun de nos invités. J'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit? Caméra. Ah. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Westminster Abbey. Oh dear. On vous a menti sur Carlo Acutis, et voici pourquoi en 4 points. Mort en 2006 d'une leucémie foudroyante, Saint Carlo Acutis a été canonisé en 2025. Carlo vient d'une famille bourgeoise qui a des ancêtres dans la noblesse, sa famille a des contacts avec le Vatican, ils font par exemple des expos d'apologétique ensemble. Selon la mère de Carlo, tous les frais qui étaient liés à la canonisation et qui peuvent parfois atteindre le million d'euros, ils ont été réglés par la famille Acutis. On prétend que Carlo est un cyberapôtre qu'il a évangélisé en ligne. En réalité, le site qui lui est attribué, qu'il aurait soi-disant créé, quand on regarde sur internet, il a été créé 1 an après sa mort. Donc il n'a pas créé de site. Carlo Acutis n'a jamais créé d'expo sur les miracles eucharistiques. Un article de presse de 2002 nous informe que c'est Sergio Meloni qui est à l'origine de toute cette entreprise. Carlo a commencé à être crédité à la place de Sergio après sa mort. D'ailleurs, tous les livres de Sergio ont été copiés pour être attribués à Carlo Acutis, alors qu'en réalité, il ne les a pas écrits. C'est juste l'auteur qui a changé. D'anciens proches de Carlo Acutis ont été interviewés par le journaliste John Phipps, dont son meilleur ami qui s'appelait Federico. Ce dernier affirme qu'il ne savait même pas que Carlo Acutis était religieux. D'après un ancien prof de Carlo, la classe de Carlo considérait que la canonisation de ce dernier était un, je cite, « kidnapping ». Les miracles attribués à Carlo sont des mensonges. Les scientifiques ne peuvent expliquer comment son corps, 12 ans après sa mort, n'a pas pourri. Non, son corps n'est pas incorruptible. L'évêque qui a exhumé Carlo, il a affirmé en 2020 que son corps s'était décomposé naturellement et qu'on avait juste mis un masque de silicone sur son visage. Carlo eut aussi la grâce de savoir qu'il allait mourir jeune. 2 mois avant sa mort, il confie « Je suis destiné à mourir quand je verrai mon poids arriver à 70 kilos ». C'est également faux. Alors voici la fameuse vidéo censée démontrer que Carlo avait prophétisé sa propre mort. Sono destinato a morire. Dire qu'on est destiné à mourir, c'est pas une prédiction sur sa mort imminente, c'est juste un constat sur notre nature d'humain mortel en fait. Les 2 miracles attribués à l'intercession de Carlo Acutis n'ont jamais fait l'objet d'une publication scientifique. On n'a aucun scanner, on n'a aucun papier, aucun dossier médical, que dalle, on n'a rien du tout. Alors, que veut dire, si on reprend maintenant la question du sens du texte, non nacum ou unacum. Vous avez le père Lebrun
voilà, sur 18 missels et traductions que nous avons consultées, nous n'avons trouvé que 3, Abbé Moureau, Gaspard Lefebvre et O'Connor, qui donnent à unacum le sens de en communion d'eux, en union d'eux. Et 15 autres, donc sur 18, et 15 autres donnent à ce mot le sens de pour, ou de avec notre pape, ou de avec notre pape, avec notre pape. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, dans un premier temps, les pièces 2 et 2 bis, qui sont donc des pièces, qui sont donc des extraits d'un missel. Est-ce que vous pouvez le lire, le passage stabilité, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, moi, en français, hein. En communion avec votre serviteur, notre pape. Voilà. Donc vous voyez, aucun doute, c'est en communion. Et puis, on l'a vu l'imprimatur, Pierre Tirmont. C'est affiché. Super. Vous êtes un vrai, Pierre Tirmont. Mais alors, d'où viennent les quelques traductions en communion avec ? Voilà. Eh bien, il dit ce sont plus des gloses, des explications ou des paraphrases que des traductions. Jean-Paul II, avec sa foi solide, a stabilisé la barque de l'Église. Il a montré d'abord que le concile était véritablement dans la ligne de tous les autres conciles, ne serait-ce qu'en nommant comme préfet à la doctrine de la foi le cardinal Ratzinger, qui sera le futur pape Benoît XVI, et qui mettra de la solidité, qui fera, je dirais, marginaliser toutes les espèces de doctrines qui étaient apparues suite aux 2 guerres mondiales. Et Jean-Paul II prêchera dans le monde entier, revêtu d'un charisme inexplicable attirant des jeunes de toutes les religions. Il prêchera l'optimisme, n'ayez pas peur, et le Christ qui vient, qui arrive, je dirais, à l'heure de la mort et qui présentera à tout homme son salut. Il prêchera le Christ qui peut être là dès maintenant, par une vie de prière. Ce sera un pape qui rappellera l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Sans cette force calme de Saint Jean-Paul le Grand, sans son indéfectible confiance dans la Vierge Marie, jusque dans son attentat qui l'a frappé un jour anniversaire de l'apparition de Fatima, on ne sait pas où en serait l'Église actuellement. Qui aurait pu être un athlète de Dieu, capable de stabiliser ainsi le bateau, secoué d'une tempête, sans doute comme jamais dans l'histoire. On peut dire que ça vaut grandement ce que fit Saint Léon le Grand face aux Huns. Et même si certains entrent en polémique pour d'autres actions politiques de Jean-Paul II qui peuvent se discuter, il n'y a pas d'infaillibilité en politique et en pastorale. Il n'empêche que tous les hommes, aussi bien lors de son enterrement que lors de sa canonisation, ont admis que les gouvernants du monde entier venaient lui rendre honneur. Donc je crois qu'à ce titre-là, il mérite le titre de Saint Jean-Paul le Grand. Et on verra si cette vidéo produira son fruit, si l'idée sera reprise, si l'habitude se prendra. En tout cas, si elle est prise, eh bien ce nom s'imposera tout naturellement par la vox populi, comme on dit. Donc parmi les bienheureux conciliaires, on a, je pense tous, un chouchou, qui est monsieur Karol Wojtyla, qui a manifesté sa vertu de foi. Alors on aurait pu évoquer son rôle dans Gaudium et Spes, ou le fait qu'il ait prêché le salut universel. On en reparlera avec mon prochain livre. Mais on peut se limiter à dire que le Karol Wojtyla en question a manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi, je crois le 2 février 1986, en Inde, en se faisant signer le front du signe des adorateurs de Shiva, au Tilak, je crois. Ce qui est un signe d'apostasie, hein, excusez-moi. Karol Wojtyla, dit Jean-Paul II, a également manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi au mois de mai 1999, lorsqu'il embrassa un Coran. Renseignez-vous sur ce qu'il dit de l'islam au concile de Florence. C'est pas tout à fait compatible avec la foi catholique. Et ce même Karol Wojtyla a manifesté l'héroïcité de sa vertu de foi dans un discours du 21 mars 2000, qui était, je crois, en Jordanie, qui s'est tenu en Jordanie, dans lequel il a dit que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Donc que Saint Jean-Baptiste protège une fausse religion.
Voilà, si vous me le permettez, j'aimerais commencer notre entrevue en citant les paroles du pape Saint Pie X lors de sa rencontre avec Theodor Herzl en 1904. Donc le pape Saint Pie X lui dit « Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement, le mouvement sioniste. Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas toujours été sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, je ne peux vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. » Et il ajoutera après, « Je sais bien qu'il est désagréable de voir les Turcs en possession de nos lieux saints, mais nous sommes forcés de le supporter. Et soutenir les Juifs pour qu'ils obtiennent, eux, les lieux saints, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. » Donc 120 ans après ces paroles, les Juifs sont installés en Terre Sainte et cherchent à en expulser musulmans comme chrétiens. Donc qu'en dites-vous, monsieur l'abbé? Ben, votre citation est judicieuse. Elle est de 1904, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Hein. Donc 1904, si on avait écouté Saint Pie X et l'Église à l'époque, on aurait évité de nombreuses morts, de nombreuses catastrophes, et probablement peut-être même... En fait, mon propos va être simple et va illustrer la justesse et la sagesse du jugement de Saint Pie X. C'est que il n'est pas légal, il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël. Je vais le montrer très rapidement, mais j'explicite, ce n'est pas légal. Ça fait 70 ans qu'Israël se contrefiche des décisions de l'ONU. Ça fait un siècle que le sionisme, qui est à la source d'Israël, est consubstantiel au terrorisme. Et ça fait ça fait un bon bout de temps depuis que Israël a l'arme nucléaire, notamment. C'est quand même une des deux. Je crois que c'est la deuxième puissance nucléaire. En tout cas, avec plus son proxy américain, le lobby qui contrôle l'Amérique. On a là une mafia de psychopathes qui a l'arme nucléaire et qui, par le bras armé des États-Unis, responsable une bonne partie des guerres depuis un siècle dans le monde. Parce que derrière tout ça, il y a l'idéologie, il y a aussi l'argent. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc non, c'est très clair. C'est pas légal, c'est pas moral et c'est pas raisonnable de soutenir Israël. Religieusement d'abord, parce que même si mes propos ensuite seront plus historiques et politiques, mais religieusement, pourquoi Saint Pie X dit un non possumus? Pourquoi on ne peut pas soutenir Israël aujourd'hui, le projet sioniste? Parce que c'est une imposture. Parce que les sionistes n'ont aucun droit à cette terre, théologiquement. Les Juifs, le peuple juif historique, donc celui qui était sous Moïse, avant la destruction du temple, est un peuple théologique. Artificiel créé par Dieu, c'est-à-dire tiré avec une mission artificielle dans le sens avec une mission surnaturelle très particulière, la préparation du Messie. Le Messie arrive et ce peuple, en grande partie, le rejette. En tout cas, les autorités officielles, la synagogue. À partir de ce moment-là, le peuple créé par Dieu pour une mission spécifique perd sa raison d'être. Il perd son existence. Le judaïsme n'existe plus depuis la destruction du temple. L'Ancien Testament est clos et les Juifs de l'époque, la plupart n'ont pas adhéré à ce messianisme. Et donc depuis l'espérance charnelle corrompue par les pharisiens et par les Juifs de l'époque, qui était une puissance mondiale mais charnelle, temporelle, ils ne l'ont pas eu puisque le Christ est venu établir une puissance spirituelle mondiale, universelle. La vérité est toujours universelle. Et donc, n'ayant plus cette finalité-là et ne pouvant plus se tourner vers Dieu, vers l'ennemi de Dieu pour obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu de Dieu. Et donc, voilà pourquoi tous les théologiens le disent. De facto, cette fausse espérance messianique charnelle est le meilleur allié de Satan pour détruire le monde et pour combattre le Christ. En tout cas, il faut qu'on se serre les coudes. Il y a deux peuples qui ont souffert en permanence à travers l'histoire. Les Juifs et ensuite les Noirs. Vous voulez dire les Noirs et ensuite les Juifs? Ah non, on a quand même plus souffert que vous. Je suis désolé, mais l'esclavage, c'est la plus grande souffrance du siècle. Quoi? On est les premiers à avoir subi l'esclavage de masse en Égypte, jusqu'à ce que Moïse nous libère.
Ensuite, ça a été l'Inquisition. C'est nous, les numéros 1 de la souffrance. La drogue, c'est comme un engrenage. Et pour illustrer, j'ai demandé à Steph de venir témoigner. Steph vendait de la drogue. C'est mal, je regrette. Et tout ça, la drogue, ça t'a amené où, Steph? À l'hiver, je suis en Floride, et puis le reste du temps, je suis à Monaco. Mais non, avant, quand tu t'es fait pincer, ça t'a amené où? Ah oui, oh là là. J'ai de journée en prison, ça c'était horrible. Alors que Pascal, pendant ce temps-là, a obtenu un CAP de plombier chauffagiste. Et ça t'a amené où, ce diplôme magnifique, Pascal? J'ai eu un stage à la Générale de chauffage. Et ça consiste en? On fait ramasser les trucs qui traînent. Et tu oublies de préciser que c'est rémunéré à 70% du SMIC. Donc vous voyez les jeunes, d'un côté, la prison, de l'autre, un magnifique CAP de plombier chauffagiste avec des loisirs super sympas. Choisis ton camp, camarade. Je suis non-binaire et pourtant on me perçoit comme une femme. Je me présente aux gens avec le pronom « il ». Il y a des non-binaires qui s'expriment de manière masculine, féminine, entre les deux, entre le masculin et le féminin, masculin neutre, enfin, il y a tellement de possibilités. J'adore l'abstrait. Dans la non-binarité, il y a aussi le fait d'être bigenre, d'être demi-girl, demi-boy. Comique. Parce que oui, avec ça, les méchants sont tous blancos, enfin, pour être plus précis, tout le monde dans ce film est blancos, sauf les 3 mousquetaires et D'Artagnan, et ça non plus j'ai pas compris. Encore une fois, j'étais complètement déconnecté de ce que le film cherchait à raconter, parce que tout le monde dans ce film est choqué d'apprendre que les mousquetaires sont en fait des femmes. Par contre, personne ne fait la remarque que Porthos ressemble à ça, alors que tout le monde dans ce film est blancos. Alors, j'imagine que la réalisatrice dira que le film est humoristique et ne se prend donc pas au sérieux. Mais alors du coup, en quoi c'est drôle? En fait, la blague est où? En quoi c'est drôle le fait que les mousquetaires soient inclusifs et pas le reste de la population, et que personne ne fait la remarque, sauf pour dire que ce sont des femmes? Bon, après vous me direz que l'existence même de ce film est déjà une blague en soi. Je suis désolé, et c'est là qu'on voit l'hypocrisie de cette génération actuelle. C'est bizarre ça. Dans Vaiana, cette version avec de vrais acteurs, y a pas de diversité. Ils ont pris des acteurs qui ressemblent aux personnages du dessin animé. Alors que dans le remake live action de Dragon, qui se déroule dans un environnement nordique avec des vikings, là ça va, il y a la diversité, tout ça c'est inclusif. Bref, l'hypocrisie, on l'a sous les yeux. C'est gros comme une maison. Là tout d'un coup c'est bien, et on applaudit. Les gens auraient adoré. Pourquoi il n'y a pas l'inclusivité tout d'un coup dans Vaiana? C'est pas ça qu'ils veulent à la base? Le quota n'existe plus maintenant? What's the problem? Why do you let those kids get away with this? They are not supposed to be here! If you don't lower your voice, I am going to put handcuffs on you and I'm going to take you to a Baker Act facility. You lower your voice. Try it. Are you threatening me? Can we get another unit to deal with Jay Lee here? He is having a breakdown. Say! Just say the right pronoun! What'd you say? 7351. Get down on the ground right now. No! You're about to get sprayed. No, Get down on the ground right now. Leave me alone! I can come in there. Leave me alone, please! Okay, are you gonna calm down? I want to be away No, from no, him. it's too late now. It's too late now. He's gonna be taken away. Say! You need to stop. It's taken. I just want to get away from him. I understand that. He needs Say! to Say! Stop misgendering me! Just say she! Alpha 7-3. Please step in. Watch your head. Do not push me. Vous voulez me faire taire? Je vois quoi? Me faire taire. Ma vidéo dérange YouTube parce qu'elle dit enfin la vérité. Ah. C'est ça? Ben oui, c'est ça. Vous avez supprimé ma vidéo parce que moi je le connais toutes vos petites magouilles là. Bon les amis, ma chaîne YouTube a été supprimée. La raison est simple, j'ai défendu les enfants contre le militantisme LGBT dans les écoles et j'étais clair là-dessus, il n'y a pas d'homophobie chez nous ni de discrimination envers qui que ce soit. J'ai simplement voulu défendre les enfants contre le lavage de cerveau qu'ils subissent par des associations de transsexuels qui viennent dans le dos des parents pervertir les enfants à l'école de la République. Tu trouves que je fais trop ma star?
Et quand j'étais ministre de l'Éducation, vous savez, ça m'a rappelé cette période de souffrance parce que j'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Et la première instruction que j'ai dit que vous avez une obligation de signalement lorsqu'il y a des abus sexuels et des pédophiles dans le système scolaire, ça a été très difficile, très très difficile. J'ai même subi un certain nombre de menaces. Et j'ai vu la chape de plomb qui était sur ce... Alors, quand il y avait des suicides d'enfants, personne ne s'en occupait. Et quand un pédophile était identifié et qu'il mettait fin à ses jours, là, ça faisait un scandale. Mais tous les enfants qui sont morts, qui se sont pendus, ça, personne n'en parlait. Qu'a fait la Maison-Blanche? Eh bien, pendant plusieurs années, elle a rencontré régulièrement les dirigeants des entreprises de médias sociaux et a exigé que les discours qu'elle n'aimait pas soient retirés. Ils ont en outre exigé que ces mêmes entreprises de médias sociaux amplifient le discours de la Maison-Blanche. Incroyable. Alors, supprimez tous les discours que nous n'aimons pas, amplifions notre propre discours. YouTube a supprimé ma vidéo titrée « Londres interdit les réunions privées. Règles, spam, pratiques trompeuses et escroquerie. Pourquoi votre contenu enfreint notre règlement ? YouTube interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid-19. Autrement dit, et c'est une première sur ma chaîne, qui va totalement à l'encontre du droit français à la liberté d'expression, YouTube fait de la censure d'opinion. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que dans cette vidéo, dont je vous ai mis une copie dans la description, à aucun moment, j'ai donné mon avis sur ce vaccin. J'ai juste dit que probablement, ils voulaient tous nous vacciner. C'est tout. Et donc, nous avons affaire à une politique d'État. Une politique qui vise en fait à supprimer toutes les voix discordantes, tous les opposants à ce système. D'accord ? Donc, il va sans dire que l'opposition est diverse. Elle n'est certainement pas d'extrême gauche. Vous n'entendez jamais parler de dissolution d'organisations d'extrême gauche, ou alors c'est vraiment minoritaire. Moi, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas, depuis une vingtaine d'années. Je n'ai pas souvenir. Ce sont essentiellement des organisations identitaires, nationalistes, bref, des organisations qui défendent la population française autochtone. Ni les pages Facebook de gauche ou d'extrême gauche. Ça n'existe pas non plus, ça. Ce ne sont ni les pages pro-migrants. Vous avez des tas de pages pro-migrants qui appellent à violer la loi en permanence, je veux dire, à importer illégalement des migrants clandestins sur le territoire français. Enfin, c'est une violation ouverte de la législation. Tout va bien. Ils peuvent appeler aux dons, collecter les dons, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, non, c'est une censure qui n'est pas... c'est une censure qui est politiquement motivée, et on connaît ses orientations, et on sait qui la met en œuvre. Alors, qui la met en œuvre ? La LICRA, qui est une ramification d'un gouvernement étranger, d'autres aussi, l'UEJF, bien sûr, je pourrais toutes les énoncer, mais ça ferait long, et on connaît leurs orientations politiques, on les connaît très clairement, c'est pas du tout un mystère. Donc, elle frappe, bien sûr, les voix qu'on pourrait qualifier d'identitaires, de nationalistes, c'est tout à fait clair, mais aussi tout ce qui pourrait être critique sérieusement à un titre ou à un autre du fonctionnement de ce système. Alors Alain Soral a eu toutes ses pages supprimées et a eu des peines de prison. Alors c'est vrai que moi je totalise 12 années de peine de prison pour des propos, des écrits qui me sont prêtés ou que j'ai pu tenir, voilà, ça dépend. Et voilà, 12 années de prison en France pour un blogueur. Alain Soral, c'est 1 année de prison très récemment. Hervé Ryssen, c'est un certain nombre d'années de prison très récemment. Alors ça, c'est pour ces personnes-là. Sinon, dans un autre genre, vous avez les gilets jaunes aussi qui subissent une répression très forte, avec des peines complètement délirantes. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui, très curieusement, n'approchent jamais une prison, ni de près ni de loin. Je m'en voudrais de tous les citer, ça ferait très long. J'ai quelques idées en tête, je pense vous aussi. Donc, je ne vais pas prétendre découvrir la Lune, mais les tribunaux sont clairement à l'œuvre pour faire un travail d'épuration politique permanente. Et l'Internet qui a été
un moyen de libération de l'opinion publique, de libération du peuple pour qu'il puisse s'exprimer, aujourd'hui est la cible prioritaire du système, de l'oligarchie et des partis politiques au pouvoir, coalisés. Vous avez La République En Marche, mais ça concerne aussi ce parti croupion qu'on appelle les Républicains, bien évidemment le Parti Socialiste et l'espèce de bouffon Glucksmann là, avec qui il fonctionne maintenant, etc. On pourrait citer comme ça toute une série de personnes ou d'organisations qui sont coalisées pour la défense de l'intégrité de ce système, donc pour faire vraiment taire toutes les formes d'opposition à un titre ou à un autre. Et c'est vrai que Internet a permis de libérer énormément la parole, et ça les inquiète terriblement, parce qu'ils voient que ça boue dans le peuple. Ils sont très inquiets. Ça fait plusieurs années qu'ils veulent, en fait, censurer l'Internet. Et ça a pris corps par étapes, par petites touches, et maintenant ça devient vraiment systématisé. Moi je me rappelle très bien de Christophe Barbier, qui d'ailleurs est marié à une Kumar Cohen, qui avait déclaré que puisque la Chine pouvait mettre en place la censure généralisée de l'Internet, moi à l'époque j'avais fait une vidéo sur la censure généralisée de l'Internet, il y a quelques années de ça, peut-être qu'à l'époque j'étais passé pour un illuminé, maintenant je pense que beaucoup de gens trouvent que j'étais peut-être un petit peu en deçà de la réalité. Eh bien, à l'époque, Christophe Barbier avait dit que c'était faisable au niveau français et au niveau même de l'Union européenne. Alors ça, c'est la grande ambition du gouvernement parallèle qui contrôle la France, c'est effectivement d'imposer la terreur sur en fait l'espace Internet. C'est d'empêcher les gens d'exprimer leur opinion, d'empêcher les peuples d'Europe de se révolter contre leur tyrannie, en fait. Donc ça se met en place, et ce qui pouvait sembler grotesque il y a encore 2 ans, encore 3 ans, aujourd'hui devient notre réalité. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la loi Avia qui va arriver, du nom de cette députée La République En Marche, qui est censée la porter au Parlement. Alors non, c'est un pot de fleurs, c'est une potiche. C'est pas elle qui écrit cette loi-là. Ceux qui ont écrit cette loi, c'est ceux qui ont créé le rapport pour la censure de l'Internet. Et qui a écrit le rapport? C'est le CRIF. D'accord? Donc c'est eux qui écrivent les lois en France. C'est pas Laetitia Avia. Laetitia Avia, elle va poster le courrier au Parlement. Voilà, elle dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, d'accord. Alors évidemment, c'est un paratonnerre, Laetitia Avia. C'est-à-dire que quand ils font une saloperie, ils n'ont pas envie, si vous voulez, de l'assumer totalement. C'est là que vous voyez le management racial auquel se livre ce gouvernement occulte. Ils veulent pas prendre l'éclair, si vous voulez. Donc on délègue Laetitia Avia pour prendre le choc dans la place publique. Alors elle, je présume que ça lui fait plaisir, elle dit « Ah bah j'ai une loi à mon nom, voilà. » Bon, mais non, c'est pour que l'hostilité inévitable avec toutes les lois de censure, parce que fatalement il y a un retour de bâton dans l'opinion publique, l'identifie, elle, comme étant l'origine du problème. Et si jamais ça tourne mal, bon, bah, ils diront, non, mais nous on n'était pas, on n'y est pour rien. C'était Laetitia Avia de La République En Marche. Non, c'est pas Laetitia Avia, c'est le numéro 2 du CRIF et ses associés dans le crime qui sont responsables de cette loi. Alors, que dit cette loi? Parce que je parle de la censure, de la censure dont je suis l'objet, ou dont d'autres personnes sont l'objet, mais je veux venir en fait à sa généralisation. Parce qu'en fait, tant que ça ne touche pas les gens, du quotidien j'entends, qui ne sont pas nécessairement très politisés, les gens sont un petit peu indifférents, ils observent, peut-être ils le remarquent, mais finalement ça les laisse assez indifférents. Bon. Mais la nouvelle loi vise en fait à boucler totalement les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube, j'en oublie peut-être, Instagram, bon, il y en a toute une série. Et cette loi, écrite par le CRIF, qui, comme je l'ai dit, est une émanation d'un gouvernement étranger, va systématiser, automatiser la censure avec des algorithmes. D'accord? Et si les réseaux sociaux, enfin, ils vont pas faire opposition, hein, mais si les réseaux sociaux traînaient un peu des pieds, eh bien, il y aura tout un mécanisme de, si vous voulez, de peine d'amende contre ces réseaux sociaux qui sont tellement énormes qu'ils sont obligés de se soumettre. Ou alors de quitter la France. Parce qu'à un moment donné, ça sera même
pas nécessairement très rentable en fait, mais ou tellement compliqué techniquement que ça deviendra ingérable, quoi. Mais bon, pour le moment, ils suivent, mais c'est pas une surprise. Facebook est entre les mains de qui vous savez, YouTube est entre les mains de Google, qui est une propriété de qui vous savez, et ainsi de suite. Et Instagram est une propriété de Facebook, donc voilà, la boucle est bouclée. Bonsoir, monsieur Attali. Il paraît que vous avez parlé de moi dans une revue. Vous avez évoqué ma route comme un chemin perdu, celui d'une femme fragile manipulée par l'extrême droite identitaire antisioniste. La sœur de BHL, comme vous m'appelez, s'est radicalisée avec les intouchables. Oui, je suis devenue une stigmatisée. Non pas, hélas, des saints stigmates du Christ, mais de ceux des innommables. Les surnuméraires, les furieux, les extrêmes, les édentés, les réfractaires, les vandales. Et pourquoi pas les black box bientôt? Oui, déjà, qui sait? Je suis au Christ, Jaco, au roi des Juifs de la terre et des cieux, au Seigneur des armées et nu. Je suis dingue du Très-Haut qui se fit très bas et se cacha dans la chair douce comme du lait d'une vierge de Nazareth. Je suis de sa famille, Jacques. J'ai retrouvé les miens. Je suis chrétienne, comme l'étaient déjà les prophètes, les poètes et les rois de l'alliance native, gravés dans la pierre de la loi avant qu'elle ne se fît chair dans le cœur de sa miséricorde, aux entrailles maternelles d'un Dieu d'amour. Il faut que je vous confie un secret. Oui, je vous l'offre comme le cadeau d'un départ, un présent pour la route, une chanson pour la vie, une berceuse pour traverser la mort. J'attends mon amour, je l'attends, je l'attends, je guette ses pas, je l'attends. Mon corps est déchiré de la blessure de sa lumière, et sa lumière est une épée, la vérité. Je l'ai épiée dans le fin murmure d'un silence pénétrant, comme le prophète Élie. Je me languis de sa présence et je respire, à la brise du soir, le parfum de son souffle, au fil tranchant de son verbe. Mais il se cache et se dévoile soudain, dans le visage défiguré de ceux qu'on assassine sur un cri silencieux, les non-nés ou non conçus encore, et dont la voix se perd aux coulisses d'une vie exterminée in utero, ou bien labellisée au laboratoire privé du triage génétique. Cris silencieux des germes d'hommes congelés aux chambres fortes du planning familial. Mon bien-aimé m'appelle au secours aussi, dans le sourire dépouillé des vieillards endormis de mort lente. De la bonne mort, dites-vous, assisté médicalement dans les couloirs de la santé publique. Hélas, il n'y a pas assez de lits et toutes les croix sont arrachées. Une mort sans croix, c'est une mort sans pourquoi, sans fenêtre ouverte, sans les bras du ressuscité étreignant la solitude et la douleur pour les coloniser de son éternité et de sa paix. Une mort à la sauvette, une mort honteuse, une mort qui se veut propre, mais qui pue le chien crevé et les viscères ouvertes, comme ces pauvres macabées de l'université Paris-Descartes, qu'on a laissé pourrir et qu'on a profané dans une haine de l'homme qui ne croit plus au ciel, qui n'espère plus, programmant l'immortalité car il a peur de son éternité. Elle le regarde pourtant, de ses eaux infinies. Jacques, je ne suis d'aucun parti, d'aucun clan, d'aucune tribu. Je m'arracherai la peau avec le matricule antiviral que vous voulez, vous, les marchands du temple de nos corps, gravés dans notre chair. À son image et à sa ressemblance nous fûmes créés, et son visage est notre liberté. Je suis
à mon amour tout simplement, et il m'appelle toujours plus loin, en eau profonde, dans le silence des vies d'enfants jetés à la poubelle ou bien brûlés comme combustible, dans les fours crématoires des hôpitaux anglo-saxons. Et puis, je suis de France, car la France, voyez-vous, ce n'est pas la potée, les binious, les bérets. La France, c'est le cœur d'une vierge aussi, une vierge qui dit oui à l'archange Saint-Michel, dans les clairières de sa Lorraine natale. La France, c'est une annonciation qui se déploie, du calvaire à Chinon, de Chinon à toujours, car sa mission à la France, c'est de chanter sur la plus haute branche avec Saint Irénée et pour le monde entier. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et le troisième fait polémique, peut-être d'une certaine façon encore plus polémique que les autres, c'est d'une manière générale la coexistence de l'homme et des dinosaures. Alors cette coexistence, elle est attestée de façon, je dirais, quasi universelle. Alors simplement, c'est que dans la plupart des civilisations, on les appelle pas dinosaures, on les appelle dragons. Mais qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal qui fait peur, qui a un corps important, qui a un long cou, une petite tête, une grande queue, et qui a des écailles. Ce qui fait que les flèches ne permettent pas de le détruire. Alors, que ça soit dans la légende de Beowulf, des rois scandinaves, que ça soit à Tarascon, que ça soit chez les Chinois, ben, on a toujours la même description des dragons. Hein. Et évidemment, ces dragons ressemblent étrangement à ce que nous appelons les dinosaures. Hein, ce sont exactement le même type d'animaux. Et en particulier, la Bible, dans le livre de Job, décrit de façon très très technique un dinosaure. Et elle en fait le roi des animaux. C'est pas le lion dans la Bible, le roi des animaux, en fait c'est le Léviathan. C'est pas le Béhémoth, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le plésiosaure. Hein. Mais le dinosaure, il est, on ne peut pas l'attaquer avec des flèches. Sa queue balaye les cèdres du Liban, si vous voulez. Donc on a la description d'un animal hors norme, mais contemporain de l'homme. Et vous avez dans un temple au Cambodge, à Taprom, donc pas très loin là encore, un stégosaure qui est gravé sur une porte du temple. Donc le stégosaure, c'est un dinosaure très très facile à reconnaître parce qu'il a des grandes plaques osseuses sur le dos. Donc il est facile à identifier. Alors le temple de Taprom date, semble-t-il, du XIIe siècle. Bon, c'est peut-être le Xe, c'est peut-être le XIVe, on va pas chipoter, mais ce qui est sûr, c'est que le stégosaure est censé avoir disparu, comme tous les dinosaures, il y a 60 millions d'années. Donc voilà le fait polémique. Et le fait polémique s'est renforcé depuis la dernière guerre, si vous voulez, avec la découverte à Acambaro, à 180 km de Mexico, de toute une civilisation précolombienne qui fabriquait des céramiques. Alors on en a trouvé, c'est une civilisation très productive, on a récupéré 35 000 figurines de céramique. Donc là, jusqu'à là, tout était très bien. Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que parmi ces 35 000 figurines, il y en a 3 000 qui représentent des espèces précises de dinosaures. C'est-à-dire qu'on trouve le Tricératops, le Stégosaure, le Diplodocus, l'Iguanodon, et même le Brachiosaure. Or, le Brachiosaure n'avait pas été encore reconstitué à l'époque où on l'a découvert. Mais il est, si je pouvais projeter des images, vous verriez que la figurine d'Acambaro est vraiment facilement identifiable avec le Brachiosaure tel qu'il a été reconstitué par les spécialistes. Donc voilà ce que j'appelle les faits polémiques. C'est simplement, c'est des faits qui, si on les accepte, évidemment, font sauter absolument tout ce cadre chronologique qui est accepté aujourd'hui.
Jason, comment s'appelle ce superbe remède au virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle le masque de papier. Le masque de papier? Oui. Mais le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Waouh! Et une surveillance généralisée de la population. Là, on est au pied du mur, les choses sont parfaitement lancées. Et pour vous montrer comme ces choses-là, la corde est autour du cou, je vais vous donner 3 citations en lien avec cette pandémie du patron du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Je vous donne son livre, le titre de son livre, c'est « La 4e révolution industrielle », préface de Maurice Lévy, édition du Node. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Il y a 3 citations. La première, page 145. Il parle de la Smart Dust, littéralement les poussières intelligentes. Je cite. La Smart Dust, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. Alors, il évoque le côté positif du truc, évidemment. Imaginez-la, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques avec un chiffrement puissant quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la Smart Dust, poussière intelligente, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nano-réseau personnel. C'est vraiment la viande de supermarché, traçabilité, et consommée. Deuxième citation, page 146. Une pilule intelligente est munie d'un appareil électronique biodégradable qui transmet à votre téléphone des données sur l'interaction entre votre organisme et le médicament. La 5G va rendre service avec le smartphone et compagnie. Et puis évidemment, Microsoft, la marque de la bête, tout ça c'est lié, c'est un immense puzzle. Et la 3e citation, page 144, je vais vous la lire 2 fois. Personnellement, je suis un peu rodé du truc, mais il y a des moments où je vais lire lentement. Je cite. « Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est la perte du libre arbitre, c'est l'esclavage pur. Je vais relire. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la voix, enfin par la parole, via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est l'esclavage à l'état pur. Je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage, là j'ai dit, Seigneur, là il faut que vous interveniez, on ne peut plus rien faire là. On ne peut plus rien faire parce que là, ils nous tiennent à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils arrivent au bout de leur truc, je vous dis tout de suite, ils rateront. Mais ils nous contrôlent, on est des esclaves. Vous vous rendez compte, même des choses non exprimées, on saura exactement où est le libre arbitre, voilà, c'est la soumission à la bête. And there are today people who are still actually anti-science. A whole movement called the anti-vaxxers, who refuse to acknowledge the evidence that vaccinations have eradicated smallpox, and who, by their prejudices, are actually endangering the very children they want to protect. And I totally reject this anti-scientific pessimism. I'm profoundly optimistic about the ability of new technology to serve as a liberator and to remake the world, wondrously and benignly. Indeed, in countless respects,
technology is already doing just that. Nanotechnology, I mentioned earlier. Revolutionizing medicine by designing robots a fraction of the size of a red blood cell, capable of swimming through our bodies, dispensing medicine and attacking malignant cells like some Star Wars armada. Neural interface technology. Neural interface technology is producing a new generation of cochlear implants, allowing the gift of hearing to people who would otherwise not be able to hear the voices of their own children. When I think of the great scientific revolutions of the past, print, the steam engine, aviation, the atomic age, I think of new tools that we acquired, but over which we, the human race, had the advantage, which we controlled, and that is not necessarily the case in the digital age. You may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer, but it takes real effort to conceal your thoughts from Google, from Google, from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. In future, there may be nowhere to hide, nowhere to hide, nowhere to hide, nowhere to hide. Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts. Your mattress will monitor your nightmares, your fridge will beep for more cheese. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. Non mais oh, Emmanuel, c'est pas possible. T'en as foutu partout. T'es un incapable. Va me ranger ça. C'est dégueulasse. Ta chambre est sale, Emmanuel. Sale!